Depuis des millénaires, chaque matin, le soleil se lève et réchauffe ma peau. J'aime cet instant. Petits êtres en mouvement et végétaux forment ma couverture, mon manteau. La vie s'anime, je les sens voler, butiner, me chatouiller. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis située au cœur de la Tunisie dans un lieu nommé Serge, Djebel Serge. Je m'appelle Lamine, ou plutôt vous m'appelez Lamine, vous les humains. Je me rappelle ce moment où certains d'entre vous ont commencé à me fouiller pour me dérober, piller une partie de mes richesses. C'était il n'y a pas si longtemps. Ces visiteurs, peu scrupuleux à cette époque, ont découvert dans mes entrailles une richesse minérale censée satisfaire leur cupidité. Alors, ils sont venus avec des pelles, des pioches et autres engins mécaniques. Ils se sont mis à me creuser, me percer, me soutirer une partie de ma matière. C'est une grotte qui a été ouverte en 1901 et c'était une recherche de minerai de zinc. À la première compagnie, une personne est venue. Il s'appelait Mété. Il a fait faillite et il est parti. Une deuxième personne est venue, Bétu. Je me souviens de ses vestiges, de son cochon et de sa maison. Mon frère, qui est décédé, touchait 10 francs par jour. C'était le premier qui touchait une paye. Les autres travailleurs touchaient 2 francs 50. Ton frère était chef de chantier alors? Il posait les explosifs. C'était pour ça qu'il était bien payé? Oui, il risquait la mort. Cette grotte, ils creusaient, ils travaillaient encore et d'un coup, ils ont trouvé la montagne vide. Ils l'ont trouvée vide? Oui, ils l'ont trouvée vide. Plus rien à creuser. Ils ont décidé d'arrêter, ils sont partis. J'aurais pu subir le même sort que certaines de mes sœurs. J'ai eu de la chance, tout s'est arrêté rapidement. Surprise, pour ces mineurs, un autre monde s'est dévoilé. D'une morphologie inattendue, d'une beauté rare, stupéfiante, magique. D'autres visiteurs ont alors pris la relève, mais avec une attitude, une pensée bien différente, devenue bienveillante. Je pense que ça, c'est un patrimoine de l'humanité. Chaque personne doit respecter le fait qu'il y a un passage de futures générations. Et oui. Et c'est pour ça que ce balisage a été mis en place. Là-haut, on voit très bien qu'il y a des stries sur le plafond de la salle.
qui correspondent en fait à la direction de déplacement de la couche qu'on a au-dessus par rapport à la couche qui est en dessous de nous. Ça forme des écailles en fait sur le plafond qui peuvent nous permettre de déterminer le sens de glissement des couches les unes par rapport aux autres. Là, on a une structure tectonique qui implique les couches glissent les unes contre les autres, et ce qui induit un petit mouvement entre les couches, ce qui fait les street failles en fait qu'on a au plafond. Là, on a une colonne qui est cassée en 2 endroits, mais c'est naturel. C'est un marqueur comme quoi il y a eu un mouvement des 2 parties de la cavité après la création de la colonne. Donc il y a eu un mouvement qui a cassé horizontalement et en même temps ça a fait une fracture en oblique. Parce que c'est sans doute l'endroit où la stalactite a rejoint la stalagmite. On est dans la rivière, c'est un point très intéressant. La rivière suit en fait l'axe du filon métallifère exploité par les mineurs. Ce filon en fait est une petite faille qui a permis la circulation de l'eau. Les métaux se sont cristallisés dans cette faille, puis les mineurs ont gratté. Là on remonte la rivière un petit peu, on remonte le long du filon exploité par les mineurs. On retrouve d'ailleurs cette eau, cette rivière, à environ 40 mètres plus haut dans une autre galerie de mines. C'est ce point d'eau qui était exploité par les mineurs pour nettoyer le matériel. Si on prend le principe que, si on me dit que cette eau peut ne pas être la mine, ça veut dire qu'il y en a un autre réseau. Bien sûr. Parce qu'il y a du débit en bas, pas pour rire. Et Gamboura, là, c'est pareil, ils ont la même source. Enfin, tous les Gamboura, on est passé. Tous les petits villages, c'est pareil, c'est des sources. Forcément, c'est de l'eau d'infiltration. Me voici aujourd'hui, petit trou béant au milieu de nulle part, sur le flanc de cette montagne jalonnée de décombres. Qui pourrait croire que j'ai fait l'objet de nombreuses convoitises? Et pourtant, avec ma petite sœur, Aïndab, nous recevons toujours des visiteurs, mais désormais intéressés par notre histoire et notre beauté. Presque immortels, nous n'avons cessé de grandir, nous développer, nous façonner pendant plus de 4 milliards d'années. Certains d'entre vous diront que si les mineurs n'avaient pas creusé ces galeries, toute cette richesse naturelle n'aurait jamais été découverte. Je me demande plutôt ce que je serais devenue si, au lieu de calcite, mon ventre était recouvert de métal précieux. Laissez-moi vous raconter quelques instants qui m'ont beaucoup marqué. Quand nous sommes arrivés à Ouelsetia, nous avons fait connaissance d'un colon, M. Erwin, qui avait des ouvriers agricoles. Et parmi eux, il y avait le dénommé Messaoud, qui était un Tunisien, qui connaissait la cavité. Et ce M. Erwin nous a confié son employé, qui nous a servi de guide. Mon père s'appelait Messaoud. Il était mineur et paysan. Il connaissait les grottes de la mine et Aïndab. Ce Messaoud, c'est un homme de terrain qui connaissait très bien la montagne, qui connaissait très bien la mine et qui nous a menés et nous a guidés dans la cavité. Les touristes venaient dormir chez nous. Ils les emmenaient à la mine avec leur voiture. Ils descendaient avec des cordes. On était une famille pauvre. Ils nous aidaient, ils nous ramenaient des provisions, des livres, des cahiers, des stylos. On les invitait, ils nous donnaient de l'argent. Comme ils se comportaient avec nous, on se comportait avec eux. Le CAF, donc la section spéléologie de Tunis, en 52, 59 et 60, ont exploré la cavité et ont fait des topographies. Topographie de la première salle, avec des noms assez particuliers. Il y a le dôme blanc, il y a le sphinx blanc, il y a la tête de mort. Voilà encore un exemple de la seconde partie de la cavité. On remonte dans l'interstrate vers la partie supérieure qui actuellement a été ouverte. Alors voilà la coupe du puits du bout, le puits qui fait 60 mètres de profondeur, entièrement concrétionné, avec aucun espoir de continuation en bas. C'est dans ce puits qu'on a découvert une ouverture dans la paroi qui nous a donné accès à la salle Bourguiba. Les techniques n'étaient plus les mêmes que maintenant. On avait des échelles et des cordes, bien sûr. Alors à l'échelle,
ça posait quelques petits problèmes pour arriver à cette entrée. Nous avons décidé de revenir, mais nous sommes donc revenus en 69. C'est la Société d'Avignon qui a tout repris l'exploration à ce moment-là. Il y avait parmi nous, il y avait Francis Arnaud, Cré Michel, mon frère, ma sœur, Keller Albert, Daniel Penet et Patrick. D'ailleurs, Daniel Penet, à l'occasion, avec lui, nous en avons fait la topographie intégrale. Voilà la topographie de la cavité. On reconnaît la salle principale, l'interstrate, ici en haut. Et entre les deux, on trouve le puits du bout, où nous avons trouvé la nouvelle salle. Son accès également était assez folklorique, il fallait y aller en pendulant. C'est moi qui, le premier, réussi à passer. J'ai pris pied dans les toitures, il fallait y aller presque à quatre pattes. Et devant moi, oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus frappé. Le sol vierge. Aucune trace de pas, aucune empreinte. C'est la joie de trouver quelque chose que personne n'a jamais vu. Je vais y retourner. Tu veux y retourner? Je vais y retourner. Je vais y retourner encore, au moins encore une fois. Tant que physiquement je peux le faire, je retournerai encore une fois. En 1998, en fait, notre club était en jumelage avec des clubs belges. On a monté une expédition conjointe ici à la mine, dans l'interstrate. Notre club a fait 600 mètres de première. On a découvert la salle de la paix. En 2012, avec notre association et en collaboration avec l'association SPTZ et nos amis français du club du Villeurbanne, on a arrivé juste un puits en bas. Il est débouché, il n'y a rien, mais en haut, il y en a un fameux courant d'air. Bon, c'est Alexis avec Mohamed Khamsi. En arrivant là-haut, Alexis il est un peu fatigué. Il a demandé de prendre du relais par Mohamed Khamsi. Il a descendu et Mohamed Khamsi a continué. On a perdu Mohamed Khamsi. On fait l'appel à Mohamed Khamsi, il n'y a rien. Bon, on est un peu étonné, mais elle est revenue. Et pendant ce temps-là, il courait comme un fou dans la salle Tanit là, parce que pour lui, c'était un rêve de trouver un truc comme ça. La fameuse salle des gourds voilà, blancs. Et les gars trouvaient des gourds blancs et la blancheur magnifique de la grotte, ils sont devenus fous. Hein. Ils couraient pieds nus pour pas salir la blancheur de la grotte, et puis comme des fous.
qui nous atterrait. Voilà, attends, je vais c'est voir la première. Juste ici, on va voir ici. Il y avait deux passages. On a séparé moi et Racine, Mourad et Meher de notre côté. On s'est nous rejoints, appelle c'est pas... et on l'appelle. Ah. On voit la lumière des autres, on sait que si quand je vois, on ne sait pas que c'est une salle préhistorique. C'est une grande salle. Ouais, c'est immense. Ouais. Vraiment extraordinaire de voir cet énorme espace. On est descendu petit à petit, on a trouvé des pierres, des roches qui sont entreposées. On s'est dit bizarrement, c'est quoi ça? Donc nous sommes en plein salle préhistorique et on l'a nommé ainsi à cause de la présence de plusieurs structures anthropiques. Il s'agit vraisemblablement de foyers de feu. Vu la présence d'une grande quantité de cendres. Et puis on s'est éparpillé dans cette salle. Moi j'étais un peu plus haut, je regardais, j'ai trouvé des racines. Hé les gars, on est proche de la surface là, il y a des racines. C'est intriguant. Et puis j'ai trouvé des radicelles, j'ai éteint la lumière, j'ai regardé à gauche et à droite, il n'y avait rien. Je sentais que j'étais très proche de la surface. 5 minutes après, j'ai avancé un tout petit peu et... Lumière du jour! Hamda! Lumière du jour! Le seul moyen, c'est de désobstruer de l'extérieur. C'est difficile de passer, il y a beaucoup de blocs. Il fallait trouver un moyen, donc l'Alexis, Taki-Walkie, Arva. Voilà, on a mis un système tous les moyens pour trouver la robe de l'extérieur. Alexis de Bernard! Alexis de Bernard. Bernard, je te reçois fort et clair. On vient d'arriver dans le boyau où on voit le jour. On a fixé l'arva à l'extrémité de la tige. Hamda essaie de le glisser entre les blocs. Et merde, elle est coincée. Il a du mal. Bernard, tu peux passer l'autre paire, s'il vous plaît? Là, c'est bon, tu l'as? Aïe. Allez, vas-y. Aïe. Ça y est, elle est passée. Ok, on attend. Ça y est, l'arva est à l'extérieur. Tu reçois le signal? Non, rien. Ah, j'ai rien, hein. Et il y avait 4 personnes, il y avait moi, Racine, Hamda et... De là-haut, c'est-à-dire sur le plateau. Voilà, sur le plateau. Ça, oui. On sentait qu'on s'est rapproché de la surface, donc on a essayé de voir s'il y a un gouffre qui pouvait passer. Bernard, à quelle altitude êtes-vous? Julien, quelle altitude? On est à 40 mètres. On est trop haut, on redescend. J'ai le signal. Bernard, j'ai le signal. Super! On se rapproche. C'est bon, on va y arriver, c'est bon. Ouais, je vois la... C'est bon Bernard, j'ai vu l'arva. Ouais! Vous m'entendez? Les gars, c'est bon, on l'a trouvé! C'est bon! Julien, tu m'entends? Jeloul, j'enlève l'arva. Ok, Jeloul, ça doit passer là. J'arrive, hein. Allez, tu dois pouvoir passer. Ah. Oh là là. Allez, vas-y, Jeloul. Ouais, c'est pas large, hein. Ah. Voilà, putain, con. Je vous ai présenté une partie de mon histoire, mais il y aurait encore tant à dire. D'autres explorateurs, envoûtés par ma blancheur immaculée, viendront toujours s'extasier devant la magie de mes formes, de ma splendeur.